Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier? Objectif numéro 1, connaître les principales caractéristiques de la crise financière des années 1930 et de celle de 2008. On verra notamment qu'elles sont caractérisées par un effondrement boursier, des faillites en chaîne, une chute du PIB et un accroissement du chômage. On verra que les deux crises présentent des mécanismes similaires et sont précédées d'un contexte de prospérité. Comme nous l'explique Jean Tirole en 2008, les crises trouvent souvent leur origine dans le laxisme des périodes fastes. Pour autant, ces deux crises ne sont pas tout à fait similaires. Nous allons voir dans un premier temps la crise financière des années 30, puis nous verrons la crise de 2008. Commençons par les principales caractéristiques de la crise financière des années 1930. On va analyser la crise des années 1930 en la découpant en trois périodes selon un axe ici temporel qui commence par les années 1920, que l'on a appelé The Roaring Twenties en raison de la prospérité qui les a accompagnés. Puis nous verrons l'année 1929 qui est marquée par une récession et un krach. Et enfin, la période des années 30, que l'on a appelée la Grande Dépression en raison de la montée de la production et du chômage de masse. Commençons par les années 20, donc, qui précèdent la crise. Comme nous l'a dit Tirole, les crises trouvent souvent leur origine dans le laxisme des périodes de faste qui les ont précédées, et les années 1920 sont véritablement une période de faste en raison de la forte croissance économique qu'elle manifeste. C'est aussi une période de laxisme, dans le sens où on voit l'apparition d'un phénomène ancien mais sous un jour nouveau, phénomène ancien que l'on appelle la spéculation, mais qui s'accompagne d'un endettement très important. Rappelons en quoi consiste la spéculation et montrons en quoi l'endettement ajoute au risque de ce phénomène. Alors la spéculation consiste tout simplement à acheter un actif. Alors ça peut être une maison, ça peut être une action, une obligation, mais aussi des timbres, des pièces de monnaie dans une collection numismatique. Peu importe, l'important c'est d'acheter cet actif aujourd'hui, dans le présent, à un certain prix, en espérant le revendre plus tard dans le futur à un prix supérieur. Ainsi, cela permet aux spéculateurs d'encaisser un gain que l'on peut aussi appeler plus-value. Par exemple, on achètera l'actif 100 € et puis on le vendra dans le futur 100 plus quelque chose, mettons 30, ce qui permettra d'obtenir un gain de 30 €. Ajoutons à présent l'endettement, qui est une caractéristique de la spéculation lors des années 20. L'endettement avec la spéculation consiste à emprunter un montant qui permet d'acheter l'actif. Ici, dans notre exemple simplifié, on a pris le même montant. Pour acheter un actif 100 €, le spéculateur empruntera 100 €. L'objectif du spéculateur, c'est de revendre l'actif à un prix supérieur à 100 € de manière à pouvoir rembourser l'emprunt des 100 € et conserver le gain, par exemple 30 €, pour lui. Le problème, c'est que le prix de l'actif peut aussi diminuer, auquel cas le spéculateur subira une perte. Par exemple, si le prix de l'actif passe de 100 à 80, le spéculateur subira une perte de 20 €. Dès lors, lorsqu'il s'agira de rembourser l'emprunt toujours de 100 €, le spéculateur ne disposera que de 80 €, ce qui conduira à ce qu'il subisse une perte et soit en situation possiblement d'illiquidité ou en tout cas qu'il fasse défaut sur son emprunt. Les années 1920 sont donc marquées par une très forte augmentation de la spéculation et de l'endettement. Pierre-Cyril Haucœur nous rappelle que 80% des achats d'actions sont réalisés à crédit en 1929. Cette augmentation de l'endettement et de la spéculation conduit à une augmentation du cours de bourse de plus 12% par an en moyenne pendant les années 20. Le Dow Jones, qui est l'indice boursier américain qui, on va dire, représente la valeur des 30 plus grandes entreprises industrielles des États-Unis, a doublé en seulement un an, entre septembre 1928 et septembre 1929. C'est donc bien une période de faste et de laxisme avec une euphorie boursière qui caractérise les années 1920. L'année 1929 est marquée par un ralentissement économique mondial et surtout aux États-Unis. De manière concomitante, craignant l'augmentation des cours de bourse que l'on vient de présenter, les autorités monétaires aux États-Unis, la Réserve fédérale, décident d'augmenter les taux d'intérêt directeurs. Ceci, sans le déclencher véritablement, facilite le krach boursier d'octobre 1929, où l'on voit un effondrement des cours boursiers qui perdent 20% de leur valeur sur le seul mois d'octobre 1929. Si l'on compare le cours boursier à la fin de l'année 1929 avec sa valeur début octobre, il a perdu 40% au mois de décembre. Les années 1930 sont marquées par le passage de la crise financière à la crise économique réelle.
Au début des années 30, enfin au début de l'année 1930 pour être très précis, on assiste à une brève récupération des cours boursiers. C'est-à-dire que pendant l'année 1930, la valeur qui avait été perdue est rattrapée pour moitié. Pour une série de raisons diverses, par exemple la volonté de l'Angleterre de rester dans les talons or, par exemple les faillites d'entreprises agricoles dans le Midwest du fait de la sécheresse, on assiste à une série de faillites bancaires. On a 3 vagues de faillites entre 1930 et 1933, ce qui va conduire le nombre de banques aux États-Unis à passer de 25 000 à 12 000. S'en suivra un nouvel effondrement des cours boursiers. Si l'on compare la valeur de la bourse en 1933 avec celle de la bourse en 1929, on a perdu 90% de la valeur. Ceci se traduira par un effet de richesse négatif, que l'on expliquera plus tard, à l'économie réelle, entraînant incertitude, dépression et déflation. On assiste à une baisse de l'investissement et une baisse de la production. Celle-ci perd 46% aux États-Unis entre 1929 et 1932. Une augmentation du chômage, c'est l'apparition du chômage de masse, qui passe de 3% à 15% de la population active aux États-Unis entre 1929 et 1933. Cette crise aura des répercussions mondiales. On verra que le chômage atteint les 26,6% de la population active au Royaume-Uni en 1931, 33,7% en Allemagne en 1930. De la même manière, alors que les prix dans le monde baissaient depuis déjà 1925 ou 1926, on assiste à une aggravation de cette baisse des prix, de cette déflation mondiale. Analysons à présent les principales caractéristiques de la crise de 2008. On va voir que de la même manière, on peut séparer cette crise en 3 périodes. Les années 2000 sont une période de faste et de laxisme. Faste car elle s'accompagne d'une forte croissance économique et d'une inflation faible. Cette croissance économique et cette inflation faible vont conduire à une augmentation de la confiance des agents économiques et des autorités monétaires. Mais ce sont aussi une période de laxisme, dans le sens où les autorités monétaires vont maintenir les taux directeurs anormalement bas. La réglementation va s'assouplir et devenir davantage favorable à l'endettement des ménages comme des institutions financières. Et enfin, l'innovation financière va se développer, notamment avec le phénomène de titrisation de crédit immobilier, qui conduit à ce qu'une banque qui octroie un crédit à un ménage puisse ensuite vendre ce crédit à une autre banque ou à un autre agent économique. Dès lors, il y a un découplage entre l'octroi de crédit et le port du risque qui lui est associé. C'est aussi une phase de laxisme, dans le sens où cet assouplissement monétaire et réglementaire va conduire à une augmentation de l'endettement et de la prise de risque des ménages et des institutions financières. Des ménages d'abord. On voit que le ratio dette des ménages par rapport à leurs revenus passe de 80% en 1993 à 130% en 2006. Pour prendre un exemple chiffré, un ménage qui a un revenu de 1 000 € en 1993 aurait eu une dette de 800 et en 2006, avec le même revenu, aurait eu une dette de 1 300 €. Ces crédits sont souvent à taux variable, c'est-à-dire qu'ils sont indexés sur les taux directeurs. Si les taux directeurs restent faibles, les mensualités des ménages vont rester constantes. Au contraire, si les taux d'intérêt directeurs augmentent, alors les mensualités de remboursement des ménages vont elles aussi augmenter. Ajoutons que la plupart des ménages qui ont contracté des crédits à cette période-là sont des ménages peu solvables. Le terme subprimes indique que ces ménages ont eu des difficultés financières dans les années qui précèdent l'octroi du crédit. C'est-à-dire que ce sont des ménages qui ont pu faire faillite, qui ont pu faire un défaut partiel sur leur dette ou qui ont un montant de mensualité très important par rapport à leurs revenus. Voilà pour l'endettement et la prise de risque des ménages. Mais cela ne s'arrête pas là. Les institutions financières, elles aussi, se sont lourdement endettées et ont accru leur prise de risque, que ce soit des banques ou des fonds d'investissement qui leur sont ou non associés. La conséquence de cette période de faste et de laxisme, c'est la bulle de l'immobilier. Entre 1993 et 2006, le prix de l'immobilier a augmenté de 92% aux États-Unis. Mais cette bulle de l'immobilier s'est aussi généralisée à une bulle financière. On voit que le prix des actifs a augmenté de 70% entre 2003 et 2007. On arrive donc à l'été 2007. Pendant l'année 2007, craignant l'augmentation du prix de l'immobilier et de la bulle financière, les autorités monétaires commencent à augmenter de plus en plus vite les taux d'intérêt directeurs. Puisque un certain nombre de ménages ont emprunté à taux variable, leur mensualité de crédit augmente. Ces ménages, on le rappelle, étant déjà lourdement endettés,
leur probabilité de défaut a augmenté et elle s'est réalisée. Les défauts des ménages surendettés ont conduit à une chute des prix de l'immobilier puisqu'ils ont vendu leur maison pour essayer de se désendetter. Ceci a conduit à la faillite de New Century, qui était l'institution la plus importante en matière de crédit subprime aux États-Unis, et a déclenché l'éclatement de la bulle de l'immobilier en août 2007. Cet éclatement de la bulle de l'immobilier a ensuite été généralisé à l'ensemble des actifs financiers. On observe un effondrement des cours boursiers. Le Dow Jones, l'indice industriel américain, perd 33% en 2008 et le S&P 500 perd 52% entre 2007 et 2009. Cette crise financière se traduit aussi en crise bancaire. Un certain nombre de fonds qui appartiennent à des banques et un certain nombre de banques elles-mêmes vont subir un certain nombre de défauts et vont subir la baisse du prix des actifs. Ceci leur causera donc des pertes pouvant les entraîner jusqu'à la faillite. On a plusieurs fonds qui font faillite et des banques qui vont être rachetées alors soit par d'autres banques, soit directement par l'État pour essayer de les sauver. Une seule banque n'est pas sauvée, qui est la banque Lehman Brothers à Wall Street. Ceci nous amène donc en 2008 où on passe de la crise financière à la crise économique par des mécanismes de transmission. La chute des cours boursiers et la contraction de la liquidité et du crédit, qui est causée par les faillites des banques, conduit à une baisse de la production. On verra qu'en OCDE, donc dans les pays de l'OCDE, on a une récession, et en particulier en zone euro, le PIB diminue de 4,9% en 2009. La baisse de la production s'accompagne d'une augmentation du chômage. Aux États-Unis, il passe de 5% en 2007 à 10% en 2009. En France, de 8% en 2007 à 9,3% en 2010. Ce chômage, on le sait, restera durable dans ces pays. Sur ce graphique, on voit l'indice S&P 500 aux États-Unis. Donc on a bien ici l'augmentation de plus 70% entre 2003 et 2007 et ensuite la baisse de 52% entre 2007 et 2009. Résumons l'objectif numéro 1. Donc il s'agissait de connaître les principales caractéristiques de la crise financière des années 30 et celle de 2008. Donc on a vu l'effondrement des cours boursiers, on a vu les faillites en chaîne, on a vu la chute du PIB et l'accroissement du chômage. Retenons que si certains mécanismes sont à l'œuvre dans les deux crises, donc dans les années 30 et en 2008, on a principalement le phénomène de faste, la prospérité, le laxisme avec l'endettement et l'augmentation de la prise de risque. Elles ont pour partie des causes différentes, notamment une défaillance de la régulation et une augmentation du problème d'aléa moral en 2008 notamment.